Bien avant les temples et les prières écrites, les hommes se tournaient vers les os pour obtenir des réponses. Au plus profond des grottes, loin du soleil, les archéologues ont mis au jour des cercles de crânes humains, disposés avec soin, presque rituellement, tels des gardiens des ténèbres. Certains étaient polis lisses, d'autres portaient encore les marques du feu ou de l'ocre, comme s'ils portaient haut des histoires, même dans la mort. Pour nous, ils semblent étranges, dérangeants, voire grotesques. Mais pour les peuples préhistoriques, ces nids-d'eau de crâne étaient plus que des reliques. C'étaient des portes vers la mémoire, vers les rêves, vers les murmures des ancêtres qui guidaient les vivants à travers la faim et les tempêtes. Imaginez-vous allongé au centre d'un tel cercle, les yeux creux, braqués sur vous, attendant que le sommeil vous entraîne dans des visions. Or, avec les visions vient l'envie, et avec l'envie vient la trahison. Car si les crânes pouvaient accorder la prophétie, ils pouvaient aussi couronner des favoris, et les rivaux n'accepteraient pas le silence éternellement. Ce qui avait commencé comme un rituel sacré de mémoire a pu finir dans le sang, chaque crâne n'étant pas seulement une relique, mais un témoin du mensonge. Voici l'histoire du mystère du nid de crâne. Quand les peuples préhistoriques façonnaient des rêves à partir de la mort, et quand d'étranges rituels révélèrent à la fois la dévotion et les ténèbres au cœur humain. Dans le ventre glacé de la terre, là où la lumière s'éteint et où le silence s'alourdit, les archéologues ont trouvé des cercles de crânes, non éparpillés au hasard, mais disposés avec soin. Les visages tournés vers l'intérieur, les mâchoires serrées, comme si elles se murmuraient à l'oreille. Certains étaient noircis par le feu, leurs couronnes fendillées par la chaleur. D'autres étaient polis lisses, marqués d'ocre rouge, comme peints pour luire à la lumière des torches. Ce n'étaient pas seulement des os, c'étaient des symboles préservés au fil des siècles. Les grottes qui les abritaient empestaient la fumée et la pierre humide. La lueur des torches vacillait sur des parois gravées d'entailles, d'empreintes de mains, de spirales. Au centre, toujours, reposait le nid, un anneau d'yeux creux, fixant éternellement les ténèbres intérieures. Les savants débattent de leur fonction. Étaient-ce des trophées de conquête, conservés pour terrifier les ennemis, ou bien des ancêtres, arrangés en cercle afin que leur sagesse ne s'éteigne jamais? Les indices suggèrent un rituel, non la guerre. Les crânes furent placés avec soin, non jetés à la hâte. Imaginez entrer dans une telle grotte. Vous rampez à travers de minces couloirs rocheux, votre torche tout sautant. Puis, soudain, la chambre s'ouvre. Et là, au centre, les crânes. Qui observent, qui attendent mon macon. Pour nous, la vue glace le sang. Mais pour ceux d'autrefois, elle pouvait apporter du réconfort. Un rappel que les morts demeuraient, leur mémoire capturée dans l'os. Chaque crâne était plus qu'une relique. C'était une voix, un gardien, un juge. Ceux qui les disposèrent vivaient dans un monde de faim et de tempête. Chaque saison pouvait signifier la mort. La guidance était précieuse. Si les os murmuraient des réponses dans les rêves, qui oserait les ignorer? L'archéologie nous montre les restes. Mais l'histoire, les murmures, les trahisons, doit être imaginée. Et c'est là que notre voyage commence. Non pas dans le silence, mais dans l'écho des crânes. Lorsque les feux à l'extérieur de la grotte faiblissaient, les gens se rassemblaient à l'intérieur. Ils plantaient des torches dans les fissures de la pierre, leurs flammes projetant de longues ombres qui dansaient comme des esprits. Au centre, les crânes attendaient en silence. Le rituel était simple,
mais puissant. Un rêveur choisi s'allongeait dans le cercle, la tête posée sur des fourrures, les yeux creux, l'entourant comme des sentinelles. La respiration ralentissait. La tribu chantait bas, leur voix résonnant contre la pierre. On croyait que les crânes conservaient la mémoire. Chacun portait l'essence d'une vie jadis vécue. Un chasseur, une mère, un enfant. Dormir parmi eux, c'était dormir parmi les ancêtres, et s'éveiller, c'était porter leur sagesse. Les rêves nés dans le nid n'étaient pas ordinaires. Le rêveur disait voir des sentiers éclairés par le feu, des rivières d'argent, des troupeaux qui se déplaçaient comme le tonnerre. Ces visions guidaient la tribu, où chasser, quand déplacer le camp, quand se préparer aux tempêtes. Certains disaient que les crânes parlaient, non avec des mots, mais avec des images imprimées dans l'esprit comme du charbon dans la pierre. Une rivière rouge signifiait le sang. Une dent brisée signifiait la famine. Une main ouverte signifiait la paix. La tribu faisait confiance à ces signes. Pour elle, le cercle n'était pas étrange, mais sacré. C'était une alliance entre les vivants et les morts. Un lien qui maintenait la tribu en vie à travers les hivers et la faim. Et au cœur du rituel se trouvait le rêveur, celui qui savait écouter mieux que les autres. L'apprenti choisi par le lecteur de la rivière était favorisé, sa patience et son calme lui valant la confiance de tous. Pourtant, les rituels qui couronnent une voix réduisent aussi les autres au silence. Et là où le silence grandit, l'envie attend. La tribu avait besoin d'un rêveur, quelqu'un qui pouvait s'allonger parmi les crânes et s'éveiller avec des visions dignes d'être suivies. Tous n'avaient pas la patience. Certains se débattaient de peur, d'autres se réveillaient en hurlant. Mais un garçon demeurait calme, toujours calme. Il n'était pas le plus fort. Ses bras étaient maigres, ses épaules étroites, sa voix douce. Pourtant, lorsqu'il parlait de ses rêves, les chasseurs écoutaient. Ils trouvaient le gibier là, où il l'avait dit, et les tempêtes survenaient quand il les avait annoncées. Son don n'était pas le muscle, mais l'écoute. Le lecteur de la rivière, ancien de la tribu, vit tôt ce don. Il posa sa main sur le front du garçon et déclara « Les crânes le favorisent ». Dès lors, l'apprenti s'agenouilla auprès de l'ancien pendant les rituels, disposant les os avec des mains soigneuses. Ses cheveux étaient longs, tressés de minuscules coquilles qui cliquetaient de doucement lorsqu'il travaillait. Sa cape était rapiécée de fourrure, usée, mais entretenue. Ses yeux s'attardaient sur chaque fissure de chaque crâne, traçant des motifs que nul autre ne voyait. Le peuple l'aimait. Les mères disaient aux enfants d'imiter sa patience. Les chasseurs acquiesçaient lorsqu'il parlait. Le calme de l'apprenti devint celui de la tribu, comme si sa constance se répandait dans leur vie. Il n'était pas seulement un rêveur, il était l'espoir. Mais l'espoir crée toujours des ombres. Et dans les ombres se tenait un autre jeune, plus âgé, plus fort, large de poitrine et de bras. Le rival. On l'avait toujours loué pour son habileté à la lance et au filet. Mais désormais, les louanges allaient ailleurs. Chaque vision proférée par l'apprenti était comme une épine enfoncée dans l'orgueil du rival. Quand le garçon avertissait des crues et que la rivière montait, la tribu se réjouissait. Quand il prédisait des troupeaux et que les chasseurs revenaient en chargés, on célébrait lui, pas le rival. Les poings du rival se serraient, chaque fois un peu plus. Ses dents grinçaient dans le silence. Il souriait quand on louait le garçon, mais le sourire n'atteignait jamais ses yeux. Au-dedans, un feu devenait plus ardent. Le nid de crâne avait couronné une voix, et ce faisant, en avait réduit une autre au silence. Pour la tribu,
c'était l'équilibre. Pour le rival, c'était insupportable. Il jura que si les crânes ne murmuraient bien qu'aux garçons, il les ferait murmurer autrement. L'apprenti ne remarqua jamais le regard derrière lui. Il arrangeait les crânes, écoutait des rêves, parlait doucement. Son monde était calme. Celui du rival, cependant, était tempête. Et les tempêtes ne restent pas cachées éternellement. Le rival commença à rôder au bord de la grotte. Tandis que les autres dormaient ou entretenaient en tel les feux, il regardait l'apprenti étendu parmi les crânes. Le souffle du garçon ralentissait, ses paupières tressaillaient, et lorsqu'il s'éveillait, des paroles de vision coulaient de ses lèvres. Chaque fois, la tribu se rassemblait avec avidité. Tous se penchaient, affamés de signes, où trouver les troupeaux, où éviter les crues. Le rival restait à l'écart, la mâchoire serrée, sa lance traçant des sillons dans la poussière. À la lumière du feu, son ombre s'allongeait plus que celle du garçon. Elle se dressait sur la paroi comme une bête qui marche en silence. Les gens ne voyaient qu'un chasseur. Mais en lui, l'envie rongeait comme un loup un os. Le doute naît en silence. Un soir, il chuchota à un autre jeune. Et si le garçon inventait ses rêves? Le jeune rit, mais la graine fut plantée. Les graines du doute poussent même sur un sol pierreux. Quand l'apprenti annonçait une tempête, les nuages arrivaient. Quand il annonçait du gibier, les chasseurs en trouvaient. Pourtant, le rival maugréait. N'importe quel sot peut deviner le temps. N'importe quel sot peut suivre des troupeaux. Ces mots glissaient de bouche en bouche, comme une fumée qui s'insinue dans les poumons. Il commença à éprouver les crânes lui-même. Seul, quand nul ne regardait, il entra dans le cercle. Il s'allongea parmi les visages creux, ferma les yeux. Mais aucune vision ne vint, seulement l'écho de l'eau qui goutte et le murmure de son propre cœur. Le silence le mit en rage. Il frappa un crâne, le fendant, puis se figea de peur. Et s'il le maudissait, il le remit vite en place, dissimulant la fracture avec de la boue. Le rictus brisé du crâne semblait se moquer de lui. À partir de ce jour, son envie s'aiguisa en résolution. Si les crânes ne parlaient qu'à l'apprenti, alors il faudrait réduire les crânes eux-mêmes au silence. Ou, à défaut, réduire le garçon au silence. Au festin, il riait le plus fort. À la chasse, il frappait juste. Mais dans ses yeux brûlait une tempête secrète, attendant l'instant de se déchaîner. Les crânes observaient les deux jeunes. L'un qui écoutait avec patience, l'autre qui guettait avec envie. Leurs yeux creux voyaient tout, mais leur bouche gardait le secret. Pour l'instant. Une nuit, quand la tribu dormait et que les feux s'éteignaient, le rival se faufila dans la grotte. Les crânes luisaient faiblement dans la lumière mourante des torches. Leurs yeux vides reflétant des étincelles comme des étoiles en faction. Il avança prudemment autour du cercle. Son souffle était court, ses paumes moites. Chaque crâne semblait le fixer d'un œil sévère, comme pour le provoquer. Pourtant, l'envie le poussait en avant. Il se pencha, soulevant un des crânes de sa place. Il était plus léger qu'il ne l'imaginait, fragile comme de l'écorce sèche. Il le tourna dans ses mains, puis le déplaça légèrement de sa ligne. Le cercle était rompu. Quand l'apprenti entra plus tard, guidé par le lecteur de la rivière, il sentit aussitôt quelque chose d'anormal. L'air était lourd, plus froid. Il s'allongea parmi les crânes, mais au lieu du calme, une inquiétude le griffa. Ses rêves noircirent. Il vit des rivières charriant du rouge, des feux qui s'effondraient en cendres, des visages sans bouche, criant en silence. Il se réveilla trempé de sueur, les mains tremblantes. Les gens regardaient avec peur. L'apprenti tenta de parler, mais sa voix trembla. Les crânes se taisent.
Ces mots déclenchèrent des murmures dans la foule. Si le nid ne parlait plus, qu'est-ce que cela signifiait? Le rival s'avança, le visage peint d'une fausse sollicitude. Peut-être que le don du garçon s'est fané. Peut-être que les crânes se lassent de lui. Sa voix était lisse, posée, lourde de sous-entendus. La tribu se tourna vers le lecteur de la rivière, dont le visage était pâle. Le doute s'insinua comme le givre dans les cœurs. Les crânes les avaient toujours guidés. Et maintenant, pour la première fois, le silence. Le rival sourit en lui-même. Le cercle était brisé, et avec lui, le lien de l'apprenti. Les graines de la trahison avaient germé, cachées sous le terreau du chagrin et de la peur. Mais les crânes n'oublient pas. Leurs yeux creux voient les manipulations. Leur silence n'est pas faiblesse, mais attente. Le lendemain matin, le camp bourdonnait de voix inquiètes. Certains croyaient que l'apprenti portait encore les murmures des crânes. Mais d'autres marmonnaient que son don s'était flétri comme l'herbe en hiver. Les mères serraient leurs enfants contre elles, chuchotant « Peut-être avons-nous trop fait confiance à un garçon ». Les chasseurs, là des tempêtes et de la faim, grommelaient « Si les crânes ne donnent pas de réponse, alors nous sommes aveugles ». Le doute se fit dent. Le rival nourrit ce doute avec soin. Il s'assit près du feu et soupira. Les crânes parlaient autrefois, mais maintenant ils se taisent. Nous ne pouvons pas risquer de suivre des ombres. Ces mots se répandirent, comme de la fumée, s'insinuant dans chaque oreille. Pourtant, tous n'étaient pas convaincus. Certains défendaient encore l'apprenti. Il nous a bien guidés. Ces paroles nous ont sauvés de la famine. Le silence ne signifie pas qu'il est faux. La loyauté tenait, mais vacillait. Le lecteur de la rivière peinait. Sa voix se brisa quand il dit « Le cercle était brisé. Le silence n'est pas la faute du garçon, mais peu écoutèrent. Le chagrin avait troublé la raison, et la peur avait aiguisé la suspicion. Au conseil, les anciens se disputèrent jusqu'à ce que leur voix résonne contre la pierre. Certains exigèrent que l'apprenti fasse ses preuves à nouveau. D'autres avertirent qu'un second échec les condamnerait. Le rival parlait peu, mais chaque regard attisait le feu de la division. Cette nuit-là, l'apprenti s'assit seul près de la rivière. Son reflet vacillait à la surface de l'eau, fracturé et incertain. Il se demanda si le silence était vraiment sa faute, si peut-être les crânes s'étaient détournés de lui. Le rival observait depuis l'ombre, son sourire caché. La division était la première victoire. Une tribu qui doute d'elle-même peut être conduite n'importe où. Il ne lui manquait plus que la cassure finale. Ainsi, le cercle de crâne devint plus qu'un rituel. Il devint un champ de bataille. Confiance contre envie, mémoire contre mensonge. Les anciens décidèrent d'une épreuve. L'apprenti s'allongerait de nouveau dans le nid. Si les crânes restaient silencieux, alors son don serait brisé. S'il parlait à nouveau, le doute cesserait. Des torches emplirent la grotte d'une lumière vacillante. Les crânes fixaient l'extérieur depuis leur cercle, des ombres dansant sur leurs yeux creux. L'apprenti entra lentement, la peur pesant contre ses côtes. Il se coucha parmi eux, attendant des murmures. La tribu resta silencieuse, le souffle court. Le rival rôdait près du bord, les yeux non pas sur le garçon, mais sur les os. Alors que l'apprenti s'assoupissait, le rival agit. Il bougea vite, feignant d'ajuster une torche. Son pied appuya fortement sur un crâne, le déplaçant. Le cercle se déforma, et avec lui, l'équilibre. Un craquement net résonna dans la chambre. Les gens étouffèrent un cri. Les yeux de l'apprenti s'ouvrirent brusquement, agrandis par la stupeur. Il se redressa,
fixant la main du rival posée sur le crâne. Le temps d'un battement de cœur, le silence régna. Puis, le lecteur de la rivière se leva. Sa voix tremblait, mais elle était forte. « C'est toi qui as brisé le cercle, pas le garçon. Tu as réduit les crânes au silence par ton envie. » Des rumeurs gonflèrent dans la grotte. Les mères serrèrent leurs enfants. Les chasseurs grondèrent, les yeux plissés vers le rival. La vérité avait été vue, indéniable. Le rival balbutia, le visage pâle à la lueur des torches. C'était un accident, mais les crânes semblaient lancer des regards de jugement, leurs orbites vides, remplies de feu. L'apprenti, encore tremblant, chuchota. Ils ont reparlé. Ils ont dit que l'envie tord la vérité. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau, envoyant des rides à travers la tribu. Le mensonge s'était défait. Le traître se tenait à découvert, son envie brûlant plus fort que les torches alentour. La grotte rugit de voix. Certains crièrent à l'exil, d'autres au sang. Le nom du rival sifflait comme une malédiction sur chaque langue. Mais le lecteur de la rivière leva son bâton, et le silence retomba lourdement. « Les crânes jugeront, déclara-t-il. Sa voix, fêlée par l'âge, portait pourtant à travers la pierre. Qu'il s'allonge là où il a tenté de tromper. S'il est innocent, ils pardonneront. S'il est coupable, ils ne le feront pas. » Le visage du rival blanchit. Il ouvrit la bouche pour protester, mais les chasseurs saisirent ses bras. Ils le traînèrent vers le cercle, ses talons raclant la pierre. L'apprenti regardait, le cœur battant. On le jeta dans le nid. Les crânes cliquetèrent quand son corps heurta le sol. Leurs yeux creux se braquèrent sur lui et la lumière du feu peignit leur rictus en rouge. La tribu recula, torche levée. Le rival resta raide, le souffle court et saccadé. Les ombres se refermèrent autour de lui et les murmures commencèrent. Personne d'autre ne les entendit, lui seul. 1000 chuchotements, secs comme de la poussière, envahirent ses oreilles. Il parlait d'envie, il parlait de mensonge, il parlait de châtiment. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Il hurla. Son corps se débattit contre la pierre. Les crânes semblèrent se resserrer autour de lui, comme si le cercle lui-même avait des dents. Les gens restèrent figés, leurs torches tremblantes. Enfin ses cris faiblirent. Sa poitrine haletait, la sueur perlant à son front. Il sortit à quatre pattes du cercle, le visage pâle comme l'os. Sa voix se brisa lorsqu'il murmura « Ils me maudissent, Anprouan ». Le lecteur de la rivière leva la main. « Le jugement est prononcé. Il est banni. » Les chasseurs arrachèrent tard les fourrures des épaules du rival. Sa lance fut brisée sur la pierre. Son nom fut interdit près du feu. Personne ne tendit la main vers lui. Personne ne plaida sa cause. Il chancela jusqu'à l'entrée de la grotte, les torches le découpant en ombre. Derrière lui, les crânes luisaient comme des yeux qui ne se ferment jamais. Le rival s'enfonça dans la nuit, englouti par la neige et le silence. Sa silhouette s'estompa sur la toundra jusqu'à ce que même ses traces disparaissent. Nul ne le suivit. Nul ne prononça plus son nom. L'apprenti revint au cercle, s'agenouillant parmi les crânes. La peur tremblait encore dans sa poitrine, mais le calme revint lorsqu'il posa la main sur le front le plus proche. Les yeux creux semblaient nos plus doux, comme en signe d'approbation. Cette nuit-là, il rêva encore. Il vit des rivières gonflées de poissons d'argent, des troupeaux se mouvant comme des ombres sur l'herbe, la lumière des feux réchauffant la tribu à travers les tempêtes d'hiver. Il s'éveilla les yeux pleins de larmes. Le peuple se réjouit. La confiance fut restaurée. Le nid de crâne, jadis brisé, était de nouveau entier. Dès lors,
Nul ne douta que les os portaient à hanter des voix, et que l'envie ne pouvait les réduire au silence que brièvement. Des générations passèrent, et le rituel perdura. Les crânes furent déposés avec révérence, chaque nouveau cercle grandissant. Ils devinrent non seulement des oracles, mais des juges. Aucun mensonge ne survivait longtemps sous leur regard. Aujourd'hui, les archéologues ne trouvent que des fragments, des cercles d'os, des traces d'ocre, des couronnes brûlées par le feu. Ils n'entendent pas les murmures, ils ne voient pas les visions, mais ils sentent le poids d'étrangeté dans ces grottes. Le mystère du nid de crâne demeure. Était-ce prophétie, châtiment, ou les deux? Un rituel né de la peur ou de la foi? Peut-être tout cela à la fois. Peut-être que les peuples de la préhistoire comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Ce que nous savons, c'est ceci. Les crânes regardaient, et les crânes se souvenaient. Dans leur silence creux vivaient les échos de la trahison, de l'envie et de la vérité. Ainsi l'histoire perdure, un cercle qui ne peut être brisé, un mystère gravé non pas dans la pierre, mais dans l'os. Les crânes de la préhistoire reposent encore en cercle sous la terre. Pour certains, ce ne sont que des os. Pour d'autres, ce sont des témoins, gardiens de la mémoire, de la prophétie et du jugement. Leur silence n'est pas vide. Il nous rappelle que, dès les premiers jours, les hommes portaient des rituels d'émerveillement et de crainte, de dévotion et de trahison. Le mystère du nid de crâne ne concerne pas seulement les morts, il concerne les vivants et les histoires que nous racontons encore. Si ce récit vous a troublé, intrigué ou laissé à vous demander ce que le passé cache encore, alors joignez-vous à nous dans ce voyage. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui aiment l'histoire sombre et les mystères anciens. Et abonnez-vous à The First Betrayals, car les os n'ont pas cessé de murmurer, et nous non plus.